Section 15 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. À travers les régions de France, par Georges-François Renard. Section 15 Haute-Bourgogne et Basse-Champagne. Michelet, faisant avant moi ce tour de France que nous poursuivons de compagnie, mes chers lecteurs, s'écrie, quand il passe de la Bourgogne à la Champagne, le génie de la France devait descendre dans les plaines décolorées du centre, abjurer l'orgueil et l'enflure, la forme oratoire elle-même, pour porter son dernier fruit, le plus exquis, le plus français. Certes, dit-il encore, la chute est rude, quand on tombe des riants coteaux de l'une aux plaines basses et crayeuses de l'autre. Mais on arrive ainsi au bassin de la Seine, à quelque chose de plus sobre, de plus mesuré, de plus fin, où les vins, comme les esprits, sont légers, limpides et délicats. Il y a sans doute un morceau de Bourgogne dans ce bassin même dont le centre est Paris. C'est la vallée de l'Yonne, avec ses crus chaleureux de Joigny, de Tonnerre, de Chablis, avec Auxerre, son chef-lieu, où l'éloquence d'un Marie et d'un Paul Bert a encore sève, couleur et abondance. Cette vallée est comme un couloir indécis entre deux régions. La vieille cité de Sens, dans le voisinage, n'a-t-elle pas été tantôt bourguignonne, tantôt champenoise? Mais du sévère plateau de Langres partent deux grandes rivières, deux sœurs jumelles, qui se côtoient et se coudoient, coulent dans la même direction, et finissent par se rejoindre aux portes de Paris. Ce sont la Seine et la Marne. Ce sont elles qui donnent sa structure au pays qu'elles traversent, qui le découpent en deux parties réunies sous le même nom, ayant à coup sûr des traits communs, mais pourtant distinctes et dissemblables. Au nord, la Haute-Champagne, tournée vers les Flandres, monte vers les grandes forêts et parsemée d'étangs où, comme on dit, de nous, et a Reims pour capitale. La Marne, avec l'Aisne, son affluent, y a tracé son lit. Au sud s'allonge la basse Champagne, flétrie par endroits du nom de Pouilleuse, plus maigre et plus sèche, toute en craie blanche, où le mouton broute un gazon rare, où le pin seul a pu s'acclimater, où l'eau s'infiltre et se cache pour reparaître dans les creux sous forme de sources ou de sommes. C'est le domaine où la Seine, où l'Aube, son affluent, est reine et maîtresse. Troyes en est la ville principale. Celle-ci, la seule dont je veuille parler aujourd'hui, a eu la chance d'être toujours en pleine lumière et en première ligne, dans les siècles les plus français de notre histoire. Du milieu du XIIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe, alors que la langue d'Oïl conquiert une bonne part de l'Europe et mérite d'être proclamée par des étrangers la plus délitable à ouïr, quand les Français soumettent le Midi gascon et le royaume de Naples, quand le roi Louis IX semble une incarnation de la justice et de la probité sur la terre, les comtes de Champagne, qui deviennent rois de Navarre, sont de grands personnages puissants et raffinés. Sur leur terre, Abélard prêche, enseigne, réunit des milliers de disciples, fonde pour son amie Héloïse, près de Nogent-sur-Seine, l'abbaye du Paraclet. Sur leur terre, près de Bar-sur-Aube, saint Bernard a créé l'abbaye de Clairvaux, qui sera une des lumières de la chrétienté. Sur leur terre, à Troyes même, naît le pape Urbain IV, qui fait peindre sur un vitrail l'atelier du cordonnier, son père. Leur cour est un foyer du gai savoir. Thibaut IV, le chansonnier, a deux amours successives qui l'inspirent. Blanche de Castille, la reine régente de France, pour laquelle, bien qu'elle ait 13 ans de plus que lui et soit mère de 11 enfants, il trahit son parti et compose des vers qu'il fait inscrire sur les murs de son palais de Provins. Puis la Vierge, qu'il célèbre sur le tard alors que, devenu gros et sérieux, il prend la croix, fait brûler quelques juifs pour se rendre le ciel favorable, et s'en va guerroyer en Terre sainte, d'où il rapporte la rose de Jéricho. Ces comtes, guerroyeurs et lettrés, savent le prix du commerce. Ils sont les protecteurs des 6 foires de Champagne qui, chaque année, durant des mois, remplissent de bruit, d'argent, de marchands venus des 4 coins du monde, les rues de Troyes, de Bar-sur-Aube, de Provins, de Lagny.
Ce sont les expositions universelles de ce temps-là. L'Occident s'y rencontre avec l'Orient, le Mogol y trafique avec l'anglais, le flamand avec le lombard. On y vend toute espèce de choses, draps, cuir, épices, pierreries, fourrures. On y acquitte et l'on y renouvelle les lettres de change. La monnaie de Provins accourt jusqu'à Florence et à Rome. Dans ces villes où l'or afflue, la poésie, cette fleur de luxe, s'épanouit à l'aise. C'est Colin Muset, un pauvre ménestrel, qui est l'émule de son seigneur et maître Thibaut. C'est un moine, Guyot, qui flagelle son siècle à coups de discipline. C'est Chrétien de Troyes, qui répand par toute l'Europe les belles histoires de Tristan et d'Iseut, ou de Perceval le Gallois, et tant d'autres légendes que Wagner nous rapportera d'Allemagne, enveloppées de musique. C'est je ne sais plus quel épicier de Troyes qui rime les tours pendables que joue maître Renard à son compère Isengrin. Nous sommes au pays des bons conteurs. Là-bas, en Orient, les chevaliers frappent des stocks de taille sur les musulmans ou, au besoin, sur les chrétiens. Ils y gagnent des domaines et des titres. Villehardouin, sénéchal de Champagne, devient sénéchal de Roumanie. Plus tard, un Gauthier de Brienne sera duc d'Athènes et seigneur de Florence. Mais ce n'est rien de faire des prouesses, si l'on ne peut en deviser au retour dans la chambre des dames. Tel est du moins l'avis du sire de Joinville, qui sera, comme Villehardouin, parmi nos premiers et plus savoureux chroniqueurs en langue vulgaire. Qui se douterait avoir aujourd'hui la petite et jolie ville de Provins, perdue dans une enceinte énorme comme le Chaperon rouge au lit de sa mère Grand, qu'elle eut jadis 80 000 habitants, qu'elle fut un instant la rivale de Paris, qu'elle avait sur ses remparts des centaines de tours, au point que les croisés, en arrivant devant Jérusalem, crièrent « Provins, Provins !» Qu'elle contenait, dans les souterrains dont elle est criblée, des trésors sous forme de marchandises précieuses, qu'elle faisait vivre des milliers d'ouvriers drapiers, qu'elle connut en 1280 une grève terrible, où fut poignardé le maire, parce qu'il avait eu l'idée trop ingénieuse d'allonger la journée, sans augmenter la paye, en faisant sonner le couvre-feu 1 heure plus tard. Passons-nous au XVIIe et au XVIIIe siècle, au temps où la France, et le français après elle, eut de nouveau en Europe une période de suprématie. Mignard, le peintre, Girardon, le sculpteur, pour n'en pas citer d'autres, font, dans la cour du grand roi, honneur à Troyes, leur patrie. Diderot, le vrai père de l'encyclopédie, est le fils d'un coutelier de Langres. Puis la Champagne n'est pas impunément sur la route d'Allemagne. Un jour, elle reçoit d'outre-Rhin la réforme luthérienne, qui descend par les vallées de la Seine et de la Marne, comme la réforme calviniste s'insinue par celle du Rhône. Troyes, lors de l'expulsion des protestants, perdra le quart de sa population. Un autre jour, elle est menacée par l'invasion, et ses enfants, Danton, qui est d'Arcy-sur-Aube, prieur, de la Marne, qui est membre du comité de salut public, brillent au premier rang des patriotes qui paient de leur personne à la Convention ou à l'armée. Vienne, en 1814, la campagne de France, elle verra l'agonie de Napoléon qui, sur les champs de bataille de Brienne, de Champaubert, de Montmirail, disputera vainement, à coups de victoires désespérées, le passage aux Alliés. Et elle eut encore, au XIXe siècle, un bouquet de poètes, bleuets éclos parmi les roses de Provins. Elle a vu fleurir Pierre Lebrun, un précurseur discret des romantiques. Le pauvre Hégésippe Moreau, chantre de la misère, de la bonne fermière et de la Voulzie, cette rivière enfant dont il disait « un géant altéré la boirait d'une haleine », sans se douter que Paris se chargerait de réaliser la prédiction en voulant l'absorber, comme il a déjà fait de la Vanne sa voisine. Pierre Dupont, encore, le chansonnier, qui a du même cœur chanté les bœufs et la vigne, le paysan et l'ouvrier. Il s'y rattache, comme Flaubert, par sa famille. L'industrie n'a point transformé ce pays comme elle en a renouvelé tant d'autres. Il ne faudrait pas oublier sans doute que Troyes et Romilly sont connus de longue date par leurs fabriques de bonneterie, que Saint-Dizier et Joinville ont d'importantes usines métallurgiques, que les environs de Chaumont ont vu naître Joseph Lebon, qui se ruina en inventant l'éclairage au gaz, que Langres n'a point perdu la renommée qu'elle doit à sa coutellerie, que Bourbonne-les-Bains, par ses eaux minérales, attire quantité de vrais malades.
cependant ce sont les ruraux qui prédominent en cette région, vignerons et cultivateurs laborieux et calmes, mais sous une apparence bonhommes, jaloux de leurs droits, capables de fougueuses révoltes, solides et madrés gaillards qui ont assez d'esprit pour rire de l'injurieuse réputation que les vieux dictons faisaient aux champenois.